cette période, Villandry a progressé sensiblement en termes de notoriété, de fréquentation et a pu développer un programme important de travaux de restauration. De nombreuses animations venant émayer la saison touristique et compléter la traditionnelle activité télévisive ont également été créées. Par ailleurs, les jardins de Villandry sont régulièrement cités comme faisant partie des plus beaux jardins du monde. Il a également été le président de l'Association des châteaux de la Loire, président de la Fédération française des échecs, secrétaire général de l'Association nationale demeures historiques et conseiller municipal de Villandry. Voilà, merci pour cette présentation. Et alors, je suis heureux de vous recevoir ici et de vous parler du château de Villandry et de ses jardins. On va beaucoup s'étendre sur le jardin, parce que vous savez qu'au sein des grands châteaux du Val-de-Loire, Villandry est en quelque sorte le château des jardins. Ce qui fait notre notoriété et notre fierté, et c'est ce qui permet, je crois, de recevoir autant de visiteurs, parce qu'il y a une centaine de châteaux de la Loire ouverts aux visiteurs, et donc il faut quand même essayer de se distinguer les uns des autres, chacun a sa spécificité, et nous, évidemment, Villandry, on est très attachés. Et on travaille beaucoup sur les jardins. Moi, je passe une grande partie de mon temps à m'occuper de jardins, à travailler avec les de jardiniers, qui sont au nombre de 10, tout en veillant aux autres activités qui concernent l'organisation touristique et puis les travaux aussi. On fait beaucoup de gros travaux sur le château, ce qui est permis grâce à la fréquentation importante de nos visiteurs. Donc aujourd'hui, ce sont des conférences un petit peu qui ont une dimension historique et d'ouverture au monde. Je vais vous parler d'un sujet pas tellement connu, qui est l'évolution au fil des siècles des jardins de Villandry. On connaît très bien le jardin actuel, mais les jardins, c'est quelque chose qui est moins permanent d'une certaine façon que le bâtiment, qui évolue au gré de l'évolution du goût et des modes de façon assez importante. Donc je donnerai quelques plans montrant de la Renaissance à aujourd'hui comment ces jardins de Villandry ont évolué. Je vais aussi vous parler de la succession des propriétaires, parce qu'il faut quand même relier un petit peu l'évolution des jardins aux personnes qui se sont occupées de Villandry au fil des années. Et puis, si on a le temps en fin de présentation, je vous donnerai quelques éléments sur la gestion du château aujourd'hui. Alors, commençons avec les questions d'histoire. Et ce château est tout de même ancien. Il était au Moyen-Âge déjà bien identifié, c'était un fief assez important, dont le fait de gloire d'une certaine façon et de s'être inséré dans notre histoire nationale, si l'on veut. Au XIIe siècle, c'était l'époque où les rivalités entre les Plantagenets, donc rois d'Angleterre et qui étaient aussi comtes d'Anjou, donc assez français, et les rois de France étaient assez fortes. Et il y a eu un épisode donc, le 4 juillet 1189, il y a plus de 800 ans maintenant. C'était à cette occasion Henri II, par rapport à Plantagenet, a dû admettre sa défaite devant le roi capétien Philippe Auguste, et il a dû lui restituer une partie de son territoire de Touraine, en fait, puisque ces rivalités avaient lieu surtout autour des terres d'Anjou, de Touraine, de Maine, et voilà, et ça s'est déroulé à Villandry, qui s'appelait Colombier à cette époque. Le nom de Villandry est arrivé un peu plus tard, à l'époque plutôt à l'époque des successeurs de Jean Breton, dont on va parler maintenant. Vous voyez qu'au Moyen-Âge, le château avait son donjon. L'état actuel est plutôt représentatif de la Renaissance. Mais Jean Breton, qui était officier des finances, donc secrétaire du roi, il était issu, il a eu un destin intéressant, puisqu'il est issu d'une famille de notaires. Son père était notaire à Orléans. Et il s'est progressivement élevé dans l'administration royale au point en fin de carrière, d'être secrétaire aux finances sous François Ier. À cette époque, d'ailleurs, de nombreux financiers issus en général du monde du commerce s'installent progressivement aux commandes de l'administration royale.
Ils ne sont pas issus de la noblesse, donc ils n'occupent pas les positions les plus élevées, mais ce sont de très bons administrateurs. Et ils viennent bien souvent de notre région, parce que vous savez que les rois de France, de Charles VII à François Ier, jusqu'à Pavie à peu près, vivaient dans le Val-de-Loire. Et donc, ces rois ont recruté les membres de leur administration localement. Il y a des familles assez connues à Tours, Semblancet par exemple, Boyer, Berthelot et donc Jean Breton. Et souvent ces financiers se sont élevés socialement, ont cherché à s'intégrer à la noblesse et ont souhaité acquérir des fiefs ou des châtellenies titrées. Et très souvent, finalement, ce sont eux qui ont édifié les châteaux du Val-de-Loire. Alors, les rois, évidemment, ont bâti Chambord, Amboise, Blois, mais les financiers du roi ou les secrétaires du roi ont édifié Chenonceau, par exemple, c'est l'œuvre de Thomas Boyer, un collègue en quelque sorte de notre Jean Breton de Villandry. Gilles Berthelot, également fonctionnaire des finances, mais d'assez haut niveau, a édifié Azevedo, autour de 1515. Bien c'est un peu plus tardif, plutôt 1530, et donc voilà, Jean Breton, qui veut marquer son ascension sociale et sa position élevée dans l'administration du roi en bâtissant ce château de Villandry. Il avait précédemment, il suivait l'économie de la construction de Chambord, donc il avait également acquis la terre de Huissavin et construit un château plus petit, mais d'un modèle similaire à Villandry. Et voilà, donc l'origine du château actuel relève de cette période de la Renaissance et de Jean Breton. Donc le château est resté dans la famille Breton, qui ensuite s'est appelé Le Breton et qui a fait changer le nom de Colombier en Villandry, parce que le premier fief de Jean Breton qu'il avait acquis quand il était tout jeune, ça s'appelait Villandry. C'était une toute petite terre près de Châteaudun. Et donc il était seigneur de Villandry, puis de Colombier-Savalière, et ensuite ses descendants trouvaient le mot de Villandry un peu plus beau, et c'était son premier fief. Donc ils ont demandé l'autorisation au roi, c'était sous Louis XIII, de substituer le nom Colombier de substituer plutôt Villandry à Colombier, le nom historique de l'actuel Villandry. Alors on continue dans l'administration royale en quelque sorte. On a eu des propriétaires qui se sont illustrés au plan national, et donc en 1754 Villandry est racheté aux descendants de Jean Breton par Michel-Ange de Castellane, qui d'ailleurs était assez proche de Choiseul. Choiseul s'est exilé plus ou moins à Chanteloup, et il avait une mission aussi élevée dans l'administration de Louis XV, mais Michel-Ange de Castellane, il était tout de même, avant d'arriver en Touraine, il était ambassadeur à Constantinople, auprès de l'Empire ottoman. On disait souvent ambassadeur à la suite du porte. Et donc, dans cette fonction, il avait acquis une certaine fortune, et il a racheté Villandry, et il l'a complètement adapté au goût du XVIIIe siècle. Vous voyez par exemple la salle à manger, l'intérieur de Villandry est très XVIIIe et non pas Renaissance. L'extérieur est XVIe, et il avait pratiqué des modifications que mes grands-parents ont ensuite effacées sur le château lui-même. Vous voyez qu'il y a ce petit pavillon XVIIIe qui est construit sur le donjon médiéval, et de grosses fenêtres ouvertes pour rendre ce château plus confortable. Il l'avait en quelque sorte 18e-isé, si on peut utiliser ce terme. Alors, donc, les Castellanes sont restés de 54 à 91. Là, je vous cite quelques-uns des principaux propriétaires. À la période révolutionnaire, il y a une succession de propriétaires, principalement des financiers, et puis brièvement Jérôme Bonaparte, qui était roi de Westphalie et qui sentait que les choses allaient sans doute se terminer pour l'Empire, et donc il cherchait une retraite en France, et il a acquis en 1813 Villandry et aussi le château de Stein dans la région parisienne, mais il y a résidé très peu.
et il a revendu donc à un monsieur qui s'appelait Pierre-Laurent Ingerlo, qui s'était enrichi sous le Directoire et qui était banquier industriel et qui finalement, tout en conservant sa activité à Paris, s'est installé avec sa famille à Villandry. Et ce sont les Ingerlo, donc au XIXe siècle, qui ont créé, j'en parlerai un petit peu plus tard quand on décrira l'évolution des jardins, mais le parc romantique à l'anglaise, à partir de 1830, que vous voyez en partie sur ces photographies. Le château n'a pas tellement été modifié au XIXe siècle, et il a conservé son aspect du XVIIIe. Alors, ma famille est arrivée à Villandry en 1906. On voit ici mon grand-père Joachim Carvalho. Et mes arrière-grands-parents étaient tous les deux étrangers. Lui donc était espagnol, il était issu d'une famille très modeste d'Estramadour, de petite province entre Madrid et Lisbonne, mais plutôt du côté espagnol. Mais il était assez brillant élève, il a fait des études de médecine, puis il est devenu chercheur en médecine. Et donc, ses professeurs madrilènes l'ont envoyé à la fin du XIXe siècle étudier, auprès du professeur Richet, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1913. Et il est devenu son collaborateur principal, donc il faisait de la recherche médicale à assez haut niveau. C'est lui qui a inventé la radiochronophotographie. C'est une technique qui utilise à la fois les rayons X, qui étaient nouveaux en ce temps de la fin du XIXe siècle, et la photographie pour étudier les mouvements à l'intérieur du corps humain. Et donc, il est assez connu encore pour ce sujet de la radiochronophotographie. Et il a rencontré mon arrière-grand-mère américaine à Paris, qui elle aussi était, elle était étudiante en biochimie, et elle est issue d'une famille très ayant fait fortune en Pennsylvanie, donc aux États-Unis, au XVIIIe siècle. Elle avait une partie de cette fortune américaine. Et elle avait souhaité quitter la Pennsylvanie pour se perfectionner en médecine auprès du professeur Richet. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et ils avaient un intérêt particulier pour la peinture espagnole, tous les deux. En 1906, peut-être 15 ans après être arrivés en France, ils ont acquis le château de Villandry parce qu'il y avait un très beau corps de galerie qui leur permettait de présenter leur collection espagnole. Ils ont ouvert au public d'ailleurs dès 1908. Ils n'en avaient pas de nécessité financière, mais ils ont souhaité partager leur collection espagnole et ils ont créé ce musée de peinture ancienne espagnole, ouvert à partir de 1908. Tous les deux étaient étrangers et ils se sont passionnés pour la France, pour les jardins, pour l'architecture. Ils ont décidé dans un premier temps, vous voyez la photographie ici, de restituer à ce château de Villandry l'aspect qu'il avait sous Jean Breton, sous François Ier donc. En effaçant les modifications du XVIIIe siècle, principalement du XVIIIe siècle, pas tellement du XIXe. C'était assez facile parce qu'il y a de nombreuses fenêtres qui avaient été ouvertes, il y a des balcons qui avaient été ajoutés sur les pavillons, l'extrémité des pavillons de chaque côté de la cour de nord. On ne voit pas ici, mais il y a un autre pavillon qui a été édifié sur le donjon médiéval. Et vous voyez qu'il y a des fenêtres un peu excédentaires par rapport à la logique de la Renaissance, où en général il y a une lucarne et puis une série de fenêtres. Ils ont rétabli les arcades également, qui ont été transformées en couloirs de circulation au XVIIIe siècle. Et ensuite, ayant retrouvé l'architecture de la Renaissance, ils se sont dit que Villandry méritait d'avoir des jardins en accord avec son architecture. Ils se sont lancés dans la restitution des jardins. Je le détaillerai un petit peu plus tard. On en arrive des jardins de la Renaissance, en fait, tels qu'ils étaient sous M. Breton, tels que l'on pouvait supposer qu'ils étaient. Et d'ailleurs, ces jardins, ils les ont ouverts au public dès leur achèvement, dès 1918. Comme je vous disais, pour le musée, ils n'en avaient pas la nécessité financière, mais ils étaient tous les deux étrangers, ils étaient très fiers aussi de montrer ce qu'ils avaient fait pour le patrimoine français aux nombreux visiteurs qui sont venus progressivement dès le début du XXe siècle, finalement, à Villandry. Alors là, avant de rentrer dans l'évolution des jardins au cours des siècles, je vous donne quelques informations sur la composition actuelle du jardin.
Alors, ces jardins s'étendent sur 6 hectares. Ils demandent beaucoup de travail parce que leur mérite réside principalement dans la structure qui est composée dans le potager par exemple de buis. Il y a à peu près 52 km de buis qu'il faut tailler chaque année. Donc il y a beaucoup de travail. Les jardiniers ils sont 10, mais j'ai calculé qu'ils passaient plus d'un tiers de leur temps à tailler. Parce qu'il y a les buis, mais en hiver on a aussi des tilleuls. On a plus de 1000 tilleuls. Il y a les pommiers, les poiriers, les rosiers. Il y a 324 poiriers en forme de grenouille par exemple. Des rosiers tiges dans le lac, de très nombreux dans le potager. Heureusement, ces travaux de taille se passent, sauf pour les buis où on fait ça au printemps, mais ça se passe principalement en hiver. Les jardiniers ont plus de temps en hiver pour faire ce travail de taille. Et une fois que la taille est faite, il faut songer à planter. Et vous voyez que le potager, il y a la structure formée par les buis, qui forment ces beaux motifs directement inspirés du potager de la Renaissance. Il convient d'y mettre des légumes, qui sont tout à fait bons à consommer d'ailleurs, qu'on donne principalement à nos visiteurs. Et chaque année, on produit environ 120 000 plants de fleurs et de légumes. On a nos propres serres à Villandry, et donc voilà, c'est nous on part de graines et on arrive à des petits plants qu'on transporte dans le potager. Mais il y a aussi beaucoup de travail avec toute cette composition. Donc, le potager est composé de 9 carrés géométriques aux formes identiques, s'étend sur 1 hectare. Pour vous donner une idée, ça représente 1 hectare, mais le genre des jardins, c'est plus grand ici. Mais ce jardin est très emblématique de la façon dont, au XVIe siècle, même si c'est une restitution de mes grands-parents qui a un peu plus de 100 ans maintenant, ils sont emblématiques de la façon dont nos ancêtres, à la Renaissance, assemblaient leurs fleurs et leurs légumes. Parce qu'il y a à la fois des légumes, enfin principalement, mais également des fleurs et des arbres fruitiers, et des rosiers. Alors au second niveau, donc, on a le potager, ce sont des jardins en terrasse, le potager est là, au niveau le plus bas, et le jardin d'ornement, qui est un jardin de buis, une citation des buis, des hauts buis, des ifs et des fleurs. C'est, dans la conception du XVIe siècle, c'est le salon de plein air en quelque sorte. C'est le lieu où voilà, on se promène de façon agréable et on sent que c'est la prolongation. Le château, en fait, se trouve ici, les pièces principales du château se trouvent ici. C'est le lieu où très agréablement on continue les conversations qui ont été entamées à l'intérieur du château, dans les salons. Alors, dans ce jardin d'ornement sur la seconde terrasse, il est composé de 2 parties. Cette photographie que vous voyez là, c'est le jardin qu'on appelle jardin d'amour. Il y a dans ces 4 carrés, je ne vais pas trop détailler, mais toute une symbolique liée à l'amour. On peut reconnaître les petits cas, par exemple, ce carré-là, c'est l'amour tendre, il y a l'amour passionné, l'amour volage et l'amour tragique. Et puis de l'autre côté des douves, donc, dans la composition de ce jardin d'ornement, il y a un second salon qui est lui, qui a une symbolique liée à la musique. On ne voit pas le détail, mais on l'aperçoit ici. Alors là, on a principalement des fleurs. Là, vous voyez, ce sont des annuelles, des bégonias par exemple pendant l'été, mais on a toujours 2 cultures à Villandry. Là, on est en train de planter toutes nos salades, c'est la culture de printemps pour le potager. Et puis, on a des tulipes qui commencent à sortir, tulipes et myosotis dans ce jardin d'ornement, les fleurs de printemps. Et entre le 15 mai et le 15 juin, tout est remplacé pour passer aux cultures d'été. Alors, au 3e niveau, il y a un grand jardin, alors qui, lui, n'est pas Renaissance, mais qui est l'œuvre de Michel-Ange de Castrate, donc le propriétaire dont je vous ai parlé au XVIIIe siècle, qui avait étendu son jardin des siècles précédents, du XVIe et XVIIe siècle, en créant des pièces d'eau qui décriraient plus volontiers comme étant un jardin à la française, similaire à ceux que vous trouveriez à Versailles, par exemple. Les jardins d'eau. Alors, on a décrit les 3 principaux. Alors moi-même, j'ai sur la terrasse la plus élevée, où mes arrière-parents n'avaient pas eu le temps de créer un jardin, j'ai créé un jardin plus contemporain, on l'appelait Jardin du Soleil, qui s'inspire néanmoins des dessins de mon Rambert Joachim, auquel il avait songé pour je vais peut-être vous montrer un plan, j'avance un petit peu, je reviendrai. Il avait songé...
voit un petit peu ici, c'est pas très grand, mais c'est cette parcelle-là, le Jardin du Soleil. Il avait imaginé ces 3 étoiles alignées, sans vraiment préciser ce que l'on pouvait y faire. Donc j'ai travaillé avec des architectes paysagistes contemporains qui ont réinterprété ce dessin. Et on a fait un jardin de vivaces et de petits arbustes qui est assez pratique puisqu'il ne demande aucun arrosage en fait. C'était avant qu'on parle beaucoup d'arrosage, mais j'avais déjà il y a 10 ans pensé à ces questions de réduire l'eau utilisée. Et voilà, donc pour ce jardin du Soleil qui occupe la 4e terrasse et qui demande moins d'entretien également. Ce sont des vivaces et des arbustes. Mais c'est plus un mix border à l'anglaise. Les arbres sont très heureux de s'y promener, je dirais. On a aussi un jardin des simples qui complète le potager, qui se trouve donc ici. C'est dans la conception de la Renaissance et Moyen Âge, il est très fréquent autour des châteaux d'avoir des potagers dont la fonction était nourricière, aussi esthétique, mais nourricière. Et il y avait, pour compléter cet aspect indispensable à la vie humaine, le jardin des simples où on trouve les plantes médicinales, qui avait donc des vertus thérapeutiques. On a aussi un labyrinthe, qu'on trouve très fréquemment dans le jardin de la Renaissance. Et puis, quelque chose d'un peu plus contemporain, on avait ce poêle de verdure que j'ai pu transformer en tennis-jardin en quelque sorte. C'est un tennis mais qui est esthétique et on a quand même des manifestations régulièrement à partir du mois de juin. Pour les visiteurs, et puis il y a parfois des démonstrations de tennis sur herbe, ce qui est assez rare. Alors, passons maintenant à l'évolution des jardins, qui est un élément important de cette conférence. Alors, ce plan-là, c'est le plan le plus ancien que nous ayons. Il est assez peu connu, mais c'est le plan le plus ancien que nous ayons de Villandry. Il est tout début du XVIIIe siècle, mais c'est l'époque où les Bretons, devenus le Breton, étaient propriétaires de Villandry. Ils avaient déjà, vous voyez, ils avaient déjà changé le nom de Villandry, ça s'est placé après autorisation du roi en 1639. Et les Bretons n'ont pas tellement, ils étaient souvent à Paris, et ils n'ont pas tellement modifié le château tel que l'avait formé leur glorieux ancêtre Jean. Et donc, même si ce plan date de peut-être 1700, il n'est pas très éloigné de ce qu'était Villandry sous Jean Breton. Alors, je voudrais juste à ce stade montrer, je n'ai pas intégré encore la présentation, mais elle est intéressante. On a fait une révolution 3D du château de Villandry tel qu'il était au XVe siècle, juste avant l'intervention de Jean Breton. Essayez de retrouver l'image. Et après l'intervention de Jean Breton. Alors, je clique dessus. Voilà. Voilà. En 2019, on a fait des expositions autour de la Renaissance, puisque la région ici, voilà, c'est vrai qu'on pouvait fêter le 500e anniversaire de la Renaissance, c'était la mort de Vinci et la construction et le début de la construction du château de Chambord. Alors moi j'avais aussi fait une exposition sur l'évolution de l'architecture. Vous voyez, rien n'est certain, mais on a fait pas mal d'architectes et d'historiens de l'architecture. On a regardé la pierre de l'actuelle Villandry et on en a déduit que Villandry devait avoir cette forme juste avant Jean Breton, à la fin du XVe siècle. C'était un plus petit château, il y avait ce donjon qui était couvert d'une charpente, d'une toiture, et qui était très, très 15e. Alors, on a maintenant, quelques années plus tard, je vais vous montrer l'évolution qui a
que le château a subi sous l'influence de Jean Breton, ministre de François Ier. Il faut juste ajouter que Jean Breton, en fait, malgré ses origines très modestes, faisait partie, à partir du milieu de sa carrière, en plus de ses responsabilités financières de collecte de l'impôt dans toute une région de France, du conseil privé du roi, ou du conseil restreint même. C'est celui qui est le plus... Il n'était pas comme Montmorency, issu de l'aristocratie, donc il n'avait pas la place numéro 1 dans le gouvernement, mais il était au conseil, et c'est celui qui est le plus cité. Et il abordait surtout des sujets de type financière et administratif. Mais c'est un peu comme le Conseil des ministres aujourd'hui, on a la liste de qui participe. En général, ils participent tous, mais à ce François Ier, les membres de ce conseil n'étaient pas toujours présents. Mais Jean Breton est celui qui a été le plus présent de 1520 à 1542. Donc, on est toujours assez fiers de lui. Voilà le travail qu'il a pu mener. On reconnaît quand même le château 15e, mais il a créé une aile complémentaire ici, étendu cette aile-là, mis en œuvre toute une série d'éléments décoratifs typiques de la Renaissance, notamment les lucarnes, conservé le donjon, ce qui pour lui était assez important, même s'il y a une rupture de style entre l'architecture du Moyen-Âge et celle de la Renaissance, mais n'étant pas issu d'une famille noble, il voulait marquer en quelque sorte l'antériorité de sa terre par la présence d'un donjon médiéval. Et donc, lui, il recevait, en tant que nouveau seigneur de Colombier, devenu Villandry, finalement, il recevait tout le bénéfice de ces années importantes où ce fief de Colombier et Villandry était, s'est immiscé progressivement dans l'histoire de France dès l'an 1000. Au point de vue architectural, on note qu'on est en 1530 et Azellos plutôt 1515 et Chambord on disait 1519. Et donc il y a une évolution des conceptions architecturales. On va vers un style un peu plus simple avec un plus de sobriété qui annonce d'ailleurs le classicisme. Et l'un des marqueurs de cette évolution, c'est que les tours décoratives que l'on avait traditionnellement à l'extrémité des ailes ont été remplacées, vous voyez, à Villandry, par ces pavillons carrés surmontés d'un toit pyramidal, que l'on retrouve beaucoup en Île-de-France, à Écouen par exemple, ou à Fontainebleau, parce qu'on est à Villandry dans la seconde partie du règne de François Ier, le moment où il a déjà regagné l'Île-de-France, et les principaux châteaux de cette époque ne sont plus dans le Val-de-Loire, malheureusement, mais plutôt autour de Paris. Et Villandry est le dernier, chronologiquement, des grands châteaux du Val-de-Loire édifiés à la Renaissance. Alors, je reviens à la présentation. On en était... On en était au jardin. Voilà, on est au même endroit. Donc, ce plan correspond donc à ce que je vous ai montré. Et je pensais bien de montrer une vue en 3D, ça donne une idée un peu plus vivante de ce que sont les choses. Mais déjà, sous Jean Breton, on avait ce système de deux terrasses en fait, alors qu'actuellement il y en a 3. Monsieur de Caslan, lui, sa grande pièce d'eau, il l'a installée ici en fait. Mais sous Jean Breton, il y avait 2 terrasses. C'est un plan sous Jean Breton et ses successeurs, descendants, on peut dire. Ce plan n'est pas très précis, mais c'est le seul que l'on ait de Villandry en des temps anciens, puisque finalement, c'est un plan administratif relatif à une route allant de Tours à l'actuel départemental 7, de Tours à Fontevraud, si on veut. Mais ça, il a le mérite de montrer Villandry dans des temps anciens. Vous voyez qu'il y a déjà 2 terrasses. On n'a pas de descriptif précis, mais on imagine que cette terrasse-là était peut-être, où se trouve l'actuel potager, était peut-être déjà dotée d'un potager. Comme c'était tout à fait le cas, d'ailleurs je vais vous montrer un autre château, le château de Robertet. Vous voyez, ça c'est un château un peu plus, qui est de 1518 aussi,
Bury, près de Blois, édifié par Florimond Robertet d'ailleurs, qui était supérieur hiérarchique de l'administration de Jean Breton. C'était l'un des ministres principaux, Robertet, et il avait édifié ce très beau château, doté d'un potager. Là, c'est très documenté parce que, d'ailleurs, mes arrière-grands-parents se sont beaucoup servis de ces plans du XVIe siècle, qui sont issus d'un très bon ouvrage qui s'appelle Les plus excellents bâtiments de France, pour recréer leur potager en quelque sorte, et leur jardin d'ornement également. Vous voyez que très fréquemment, enfin, de façon presque systématique d'ailleurs, à la Renaissance, on trouvait un potager au niveau le plus bas, ici, au niveau de la ferme qui est là, et au niveau du château, prolongeant les salons du château, le jardin d'ornement qui se trouve ici. Donc la conception de Villandry, elle est très homothétique de celle-ci. Elle est, on va dire, dans les principes quasiment identiques. Et on peut imaginer que M. Jean Breton, il n'avait pas la hauteur sociale de Florimond Robertet, mais qu'il a souhaité faire un château un peu à l'égal de son supérieur Robertet, mais peut-être un peu plus modeste tout de même. Alors revenons à ce plan. Vous voyez, si vous imaginez la projection précédente et celle-là, vous pouvez vous imaginer que ici se trouvait le potager, ici la ferme, là on le voit assez nettement que la ferme, jusqu'à une époque assez récente, les fermes étaient toutes proches du château, enfin jusqu'au XVIIIe siècle peut-être. Là, M. de Castelane, il a supprimé cette ferme un peu archaïque, si on veut, qui était à l'entrée du château pour, on verra ça sur le XVIIIe siècle, c'est très beau, comme dépendance et commun, et un peu à l'écart. Voilà, donc ce plan est intéressant. On pourrait, à notre époque, faire des recherches un peu archéologiques où il y a beaucoup de possibilités d'études des pollens, notamment, pour essayer de comprendre un peu mieux comment était le jardin au XVIe siècle. Mais mes arrière-grands-parents, ils ont déjà fait ils n'ont pas fait d'études chimiques du sol, mais ils ont fait ou biologiques plutôt, mais ils ont fait des excavations, je vous montrerai. Alors, donc on passe de 1530 en gros à 1754 ou 62, parce qu'il achète en 54, mais il commence ses travaux en 62, M. de Castelane. Et il avait gagné beaucoup d'argent, comme je disais, à Constantinople, l'actuel Istanbul, et donc il avait de quoi dépenser de l'argent pour faire que ce château de Villandry soit, à ses yeux, encore plus prestigieux. Donc, il a voulu agrandir les jardins, c'est ça son projet. Améliorer le château tel que je vous l'ai décrit, parce que le château Renaissance pour lui était un peu austère, il voulait plus de lumière et plus de pavillons et de circulation possible dans la cour. Ça on en a parlé. Mais pour les jardins, il voulait agrandir, mais il était coincé entre le coteau, qui se trouve ici, au sud, la rivière qui se trouve là, au nord, la forêt et le coteau également à l'est, et le village. Alors il pouvait agrandir que le côté du village, à l'ouest, et il a réussi à agrandir toutes ces maisons que vous voyez en noir, composant le village. Il les a acquises donc autour de 1760, puis il a demandé l'autorisation à l'administration locale, à l'intendant de Touraine, de supprimer une route, puisqu'il était maintenant convenu à ces maisons qu'il a pu détruire, puisqu'il les avait rachetées. On voit d'ailleurs sa requête. Nous sous-signer, Seigneur de Castelane, sous-signer humblement, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans cette requête, il indique qu'il souhaite agrandir son potager. Je ne vois pas exactement ici, mais c'est marqué quelque part. Donc ça donne une indication peut-être qu'en 1760, il y avait déjà un potager au couchant du château. Donc il mène ses travaux. On voit son plan de pièce d'eau Louis XV, en forme de miroir Louis XV si on veut. Et il aboutit à l'état suivant.
qui est l'État de 1806. C'est vrai qu'on a lancé tout un... voilà, la France, enfin, le monde se modernisant, on a créé des cadastres ensuite, au début du XIXe siècle. Et ça, c'est le plan du cadastre de Villandry, qui montre très bien le jardin tel qu'il a été agrandi par M. de Castelane. Alors vous voyez son potager ici, décomposé de 6 carrés, il lui a adjoint des grandes bandes supplémentaires jusqu'au village. Il a construit ses communs, il a supprimé ceux qui étaient juste devant le château, il a construit ses très beaux communs là et là. Il a construit sa pièce d'eau. Voilà. Et l'actuel Villandry vraiment reprend l'emprise et l'implantation et les 3 terrasses qui existaient déjà au XVIIIe siècle. Mais l'actuel Villandry est un peu plus grand que le Villandry du XVIe siècle. Je reviens, pour que vous puissiez comparer. Je reviens un petit peu là, vous voyez. Bon. Si on ne connaît pas, on a du mal peut-être à se représenter les choses, mais il y a donc eu cet effort majeur au XVIIIe siècle d'embellissement et d'agrandissement des jardins. Ça, sur le matérialiste cadastral qui montre d'ailleurs qu'il y avait un potager, c'est assez intéressant au champ du château. En plus, enfin, c'est une autre preuve, une preuve supplémentaire par rapport à la requête et aux travaux. Et à partir de 1820, je vous ai dit que le Villandry avait appartenu brièvement au jeune frère de Napoléon, le frère cadet Jérôme. D'ailleurs, c'était le plus fidèle de ses frères, puisque c'est le seul qui était à Waterloo. Et donc, il a cédé à Pierre-Laurent Garlot, qui a souhaité, comme c'était le goût à l'époque, supprimer le jardin à la française qui entourait Villandry, le jardin de M. de Castelane, qui était l'agrandissement du jardin de M. Breton, pour créer un grand parc à l'anglaise que vous voyez ici. Alors, c'était la plupart des jardins français, des jardins en France à la française, ont été transformés en parc à l'anglaise. Parfois dès le XVIIIe siècle et plutôt au XIXe siècle. Là, c'est à partir de 1820. Là, c'est l'état supposé en 1860. Vous voyez, c'est des grandes pelouses, beaucoup de grands arbres. On avait voulu se séparer du village, en quelque sorte, en implantant une série d'arbres entre le parc et le village. Alors, je dois accélérer un petit peu pour passer au siècle XX. Voilà une photographie qui illustre ce jardin un peu romantique. C'est l'actuel potager. Et donc on arrive à l'époque de mes arrière-grands-parents, Joachim et Anne. Joachim et Anne, étant scientifiques tous les deux, après avoir restauré le château, vous voyez qu'il y a eu ces modifications. Le château vient d'être restauré ici. Ils ont voulu retrouver l'ordonnancement du XVIe siècle, l'architecture du XVIe siècle. Je reviens. Vous voyez, je vous montre les différences comme ça. Vous voyez les choses, je ne vais pas vous les détailler, mais j'en ai parlé déjà. Puis ils se lancent à partir de 1910 dans la recréation d'un jardin à la française. Il y a une tâche finalement qui leur a pris beaucoup plus de temps que le château lui-même. Parce que le château, ils ont acheté en décembre 1906 et là, en 1908, c'était déjà terminé. En à peu près 1 an et demi, les travaux sur le château. Le jardin, ça a pris plutôt 10 ans, de 1908 à 1918. Et là, on a à ce stade, oui, c'est 1910, ils ont déjà créé leur jardin d'ornement, que l'on voit ici, prolongeant les salons du château. Ils sont en train de créer donc la partie jardin d'amour, ils sont en train ici de créer leur jardin, leur second jardin d'ornement qui consacre à la musique, et le potager qui va se trouver ici n'est pas encore initié, ni commencé. Et on voit, vous voyez, ils ont fait beaucoup de fouilles, et là ils ont retrouvé un mur de soutènement qui avait été arasé au XIXe siècle pour former une seule pente douce. Ça a permis de retrouver le cadre un petit peu qui prévalait au XVIe siècle et au XVIIIe siècle, avec ces différentes terrasses, qui sont un peu le marqueur d'un jardin plus de la française par rapport à un parc à l'anglaise. On continue. Ça, c'est le plan de travail de mon grand-père Joachim pour l'établissement de son potager, notamment. Alors, on y va très bien, mais ici,
il a mis ancien mur du château. Donc, ça correspond à la photographie précédente. Voyez, non. Là, on voit qu'il a refait ce mur. Donc, ces recherches archéologiques ont permis de retrouver le cadre général. Donc, là, le potager, ici le jardin d'amour, ici le jardin normand, et la pièce d'eau elle-même, qui est décorée simple, du XVIIIe siècle, avait été. C'est bientôt le moment des questions. Alors, je termine, avait été supprimé. Donc, ce plan est assez intéressant. Alors, Bury, on en a parlé. Il s'est inspiré de Bury et d'autres châteaux du XVIe siècle pour sa restitution. Et voilà son plan final. Et puis le Villandry d'aujourd'hui, il y a assez peu de modifications. Mais par exemple, à ma génération, j'ai pu créer ce jardin dont je vous ai parlé, le jardin du soleil, et qui est inspiré quand même de l'idée qu'il avait eue, parce qu'il n'avait pas du tout travaillé sur cette parcelle-là. Il y a 4 terrasses, le potager, le jardin d'ornement, le jardin d'eau et le jardin du soleil qui se succèdent et qui entourent le château. Je crois qu'on a presque fini. Alors, donc on va peut-être se concentrer sur le sujet principal qui était l'évolution de Villandry au fil des siècles. Si j'ai du temps après les questions, je vous montrerai quelques diapositives sur comment j'entends aujourd'hui Villandry. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Et avez-vous des questions? N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Oui. Alors, pouvez-vous brièvement nous raconter un peu l'histoire et le lien entre le jardin, le château et le spectacle d'artifice? Et le quoi? Les spectacles d'artifice qu'il y a dans le jardin. Alors c'est vrai que là, c'est des questions un petit peu mélangées. Le lien entre l'histoire et l'architecture au jardin, je pense que je l'ai bien détaillé à travers cette présentation. La question des feux d'artifice, ça vient un peu après, c'est plus lié à la façon dont aujourd'hui j'ouvre le Villandry au public. Et j'ai remarqué qu'il était intéressant, en plus de la visite classique, d'y organiser des manifestations, notamment pour faire revenir les visiteurs locaux, qui sont amateurs, pour revenir à Villandry, il vaut mieux qu'il s'y passe quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai créé des soirées en juillet et en août, avec 2000 petites bougies. J'ai peut-être d'ailleurs une image sur le... Oh, c'est une petite image, vous voyez, à gauche. C'est le premier week-end de juillet, le premier week-end d'août, il y a 2000 petites bougies, il y a aussi des artistes qui se promènent dans les jardins, des comédiens, des musiciens, et on termine la soirée par un très beau feu d'artifice autour de la pièce d'eau. Et ça a beaucoup de succès, on reçoit parfois 2000 visiteurs en une soirée. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions? Oui. Oui, voilà. Il y a une équipe de DJ. Alors, on a même augmenté cette année, on était 9, maintenant on est passé à 10, ce qui est une très bonne saison après l'affaire du Covid qui a marqué un ralentissement de la fréquentation. D'ailleurs, j'ai une courbe de fréquentation, ça peut vous amuser. On a retrouvé un niveau très élevé et ça m'a permis d'avoir un jardinier de plus. Parce qu'il faut. L'équipe de jardinier est dimensionnée en fonction du travail à mener, qui est très important sur les 6 hectares de jardin, mais aussi en fonction des possibilités économiques, puisque Villandry est entièrement. Ne reçoit pas de financement de l'État ni des collectivités, et Villandry est financièrement entièrement autonome. Et donc, voilà, on ne peut pas avoir plus de dépenses qu'on a de recettes, mais les recettes voilà, ayant augmenté, on a maintenant un jardin de plus et ils sont 10. Si vous savez lire ce genre de cours, vous verrez qu'il y a eu une baisse de la fréquentation. Est-ce que je pose une question aux élèves? Comment expliquez-vous cette baisse de fréquentation et dites-moi à quelle année elle a eu lieu? Oui. Oui, voilà. L'affaire du Covid a quand même été ennuyeux, parce qu'on a dû fermer à certains moments. Et donc les visiteurs étrangers sont venus beaucoup moins. Et nous recevons traditionnellement presque la moitié de nos visiteurs étrangers. Presque la moitié, 45% à peu près. Vous voyez, ça c'est 2020, 2021, il y a une reprise, et 2022 encore plus. On a retrouvé un niveau très, très important. Qui est à peu près... là, c'est le nombre de visiteurs payants, mais on a beaucoup de... Les enfants de moins de 8 ans ne payent pas, donc on a beaucoup de... Et aussi les accompagnateurs de groupe, les personnes qui viennent pour les mariages. On a à peu près 360 000 visiteurs au total. Et ce qui fait qu'au sein du Château de la Loire,
les deux premiers sont Chambord puis Chenonceau. Chambord plutôt de François Ier, Chenonceau de Thomas Boyer, donc administrateur du roi, et Villandry est troisième, quatrième, enfin à peu près à égalité avec Amboise et Chevalier. Mais il y a beaucoup moins. On a à Chambord, il y a 1 million de visiteurs. Nous, on a plutôt un tiers de 1 million. Et voilà. Vous n'avez jamais eu de problème avec vos buis? Alors si, on a toujours des problèmes. C'est vrai que les buis, c'est quelque chose... On est très amateur de buis à Villandry, et le mérite de ces jardins réside beaucoup dans sa structure. Il y a 50 km de buis, et donc, j'en montre quelques-uns là. Les buis peuvent souffrir de deux difficultés. Celle dont vous avez peut-être plus entendu parler, c'est la pyrale, une petite chenille qui adore qui se transforme ensuite en papillon, mais qui avant de se transformer en papillon, adore manger les feuilles de buis. Donc ça, on arrive très bien à les traiter de façon biologique d'ailleurs, par un produit qui est une bactérie naturelle, qui s'appelle le Bacillus thuringiensis, parce que les jardiniers aiment beaucoup parler en latin. Et là, c'est très efficace, donc on peut lutter tout à fait bien contre la pyrale du buis. Et par ailleurs, les populations de pyrales ont nettement diminué, parce qu'il y a eu une forme d'explosion au moment où elles sont arrivées autour de 2014-2015. Et puis, elles se sont tellement attaquées aux buis naturels qui existent dans les forêts que les réserves de nourriture naturelle ont diminué et la population aussi ont décliné sévèrement. Et donc il y a moins de pyrales, mais on traite tout de même uniquement quand c'est nécessaire. Alors il y a une autre difficulté, c'est un champignon qui s'appelle une maladie qui s'appelle la cylindrocladiose du buis. Ce champignon, lui, c'est le cylindrocladium. Et on a plus de mal à lutter, on arrive à le contrôler, mais j'ai quand même pris la décision de remplacer progressivement les buis par des variétés qui sont maintenant résistantes. Il y a un très bon pépiniériste en Belgique qui travaille avec l'université de Gand et qui, par hybridation naturelle, a réussi à obtenir des buis résistants aux maladies fongiques. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de traiter. J'ai déjà remplacé 90 000 buis dans ce jardin, le jardin potager. Restent les buis plus hauts des jardins de la Mauve ici, sont beaucoup plus résistants. Je les remplace de façon ponctuelle, mais sans les remplacer intégralement. Donc voilà la question du buis. C'est inquiétant, mais voilà, on a trouvé la solution. Même si c'est beaucoup de travail, parce que remplacer 90 000 buis, c'est un coût assez élevé, et ça a mis 3 ans en quelque sorte, enfin pas tous les ans, on travaille tous les jours, mais c'est voilà, satisfaisant de se dire que maintenant nos buis résistent aux maladies. Et dans le contexte de réchauffement climatique, est-ce qu'il y a d'autres espèces végétales que vous avez pu pas tellement, parce que les buis, ça résiste très bien à la chaleur en fait. Et puis c'est surtout en été qui est un petit peu chaud. C'est une plante méditerranéenne à l'origine qui a besoin de très peu d'arrosage, le buis. Les poiriers souffrent un petit peu. Le potager, on a la chance qu'on a une source d'eau très importante qui jaillit au pied du château, qui alimente les douves de façon permanente. C'est pour ça que ce château a été implanté là, donc on a quand même beaucoup d'eau, mais on a considérablement restreint nos arrosages. On mesure de façon précise les arrosages, la préfecture nous demande d'arroser moins maintenant, donc on arrive à s'en sortir, mais il faut arroser le potager pour qu'il survive à l'été. Et aucune espèce ne semble menacée pour l'instant. Alors peut-être que ça changera dans le futur, mais je pense que les buis n'ont pas de risque. Mais il faudra peut-être changer de type de légumes ou de fleurs. Et les légumes que vous produisez, ça représente quel poids dans le dîner? C'est beaucoup, c'est presque 1 hectare. On en donne beaucoup aux visiteurs au moment des arrachages. On a une fête du potager, je l'ai peut-être mise ici, en septembre. C'est les journées du potager. Où quand on vient, on peut repartir, c'est cette fête qui les viennent à leur stand et distribuent les légumes de la récolte de septembre. Et sinon, même pendant la saison, on a souvent des caisses destinées aux visiteurs. À l'un des angles du potager, ils peuvent se servir comme ça spontanément. Donc rien n'est perdu au point de vue des légumes. Il y a quelques choux qu'on laisse trop tardivement, qui sont des choux décoratifs qu'on laisse un peu tardivement à Noël, parce qu'on a toute une fête à Noël. Et ceux-là, on les transforme, on fait du compost, et donc du terreau,
peut revenir dans le jardin voilà, les années suivantes. Est-ce que vous fournissez la cantine de Villandry? La cantine de Villandry, on fournit, non, ils n'ont pas demandé, mais on fournit notre restaurant par contre. On a un restaurant à l'entrée. Pour plus de questions, je vous conseille d'aller à la salle VIP, un jour pour expliquer votre maintenance, etc. Et n'hésitez pas à faire un petit tour, on a un petit stand de livres avec beaucoup de livres intéressants. Parce que c'est la fin de la conférence. Oui, c'est ça. Merci à tous d'avoir.